Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. France 3 Paris-Île-de-France vous propose aujourd'hui une émission spéciale qui vous concerne peut-être plus que vous n'imaginez. Sur ce plateau, autour de moi, 4 invités, tous experts en matière de crues. Pourquoi? Eh bien, dans quelques secondes, vous allez voir un documentaire qui nous ramène dans le Paris du début du XXe siècle, plus précisément au mois de janvier 1910, quand s'est déclenchée l'une des plus grandes crues de l'histoire de la capitale. La Seine avait atteint 8,62 m. Cette situation pourrait-elle se reproduire? C'est la question qui va nous occuper après le film, et vous verrez d'ailleurs que le futur est plus approprié que le conditionnel, puisque l'eau reviendra. La catastrophe que vous allez vivre avec ce documentaire, elle va se reproduire, simplement, on ne sait pas quand. Regardez, on se retrouve juste après. En ce début de l'année 1910, personne ne pouvait envisager que la ville la plus moderne de l'époque allait perdre en quelques jours tout ce qui faisait sa fierté. Le fait que tout le monde soit persuadé qu'on est vraiment à la pointe du progrès rend l'inondation complètement improbable. On est persuadé que les fleuves débordent partout, mais pas à Paris. La vie a été totalement paralysée. À ce degré, on n'imaginait pas que Paris puisse être submergé, puisque la mémoire s'en était quasiment perdue. La crue de 1910 a certainement été une des plus fortes. Elle a surtout été la première photographiée, justement. C'est un véritable déluge. Demandez le petit parisien à 5 centimes. Le niveau de la Seine... Grâce à la presse, l'histoire de la grande inondation traversa le siècle et resta à jamais dans les mémoires comme la première catastrophe naturelle suivie par les médias et la semaine où la Seine faillit engloutir Paris. Le monde du progrès apporte énormément de choses, mais se trouve totalement démuni devant un caprice de la nature. Au début du XXe siècle, Paris intramuros compte presque 3 millions d'habitants, un record de population qu'elle ne dépassera jamais. C'est une ville en pleine mutation et fière d'être en train de devenir pour les autres capitales d'Europe l'exemple d'une modernité triomphante. Le Paris des années 1900 est un immense chantier. On modernise la ville pour y mettre des infrastructures qui sont celles du XXe siècle, à savoir l'électricité, l'acception de véhicules à moteur et le métro. Paris, depuis le Second Empire, a fait une mue complètement fondamentale. On a fait 600 km d'égouts à cette époque et des grands collecteurs. C'était d'ailleurs tellement chic, les égouts à l'époque, tellement révolutionnaire qu'on faisait des sorties en grands habits. Les dames se toilettaient pour ça, les messieurs aussi, et on visitait les égouts. C'était une chose extraordinaire, en fait. Donc c'est la ville la plus moderne, la plus propre, la plus viable, en fait, de toute l'Europe et donc du monde. Les États-Unis comptent encore pour pas grand-chose à l'époque. Alors avant 1910, Paris, c'est la capitale de la modernité. On sort d'une exposition universelle avec la Tour Eiffel. Donc voilà, Paris est le symbole de cette modernité triomphante. Il y a la feu électricité. C'est la première ville, par exemple, où on a tout un réseau à air comprimé. Et puis c'est aussi une époque où on est au moment de la montée des périls en Europe. Donc une époque de nationalisme, patriotisme grandissant. Les gens sont focalisés sur l'actualité internationale. Ils n'imaginent absolument pas que la Seine va déborder.
Donc c'est vraiment les gens sont un peu insouciants, ils sont persuadés qu'ils sont à l'abri de l'inondation parce qu'on en a eu une beaucoup plus tôt, dans les années 1870. On a eu en plus depuis un certain nombre de travaux. Et donc ce qui est assez amusant, c'est qu'on est en 1910 un petit peu dans le même état qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on est protégé et qu'il ne va rien se passer. Ce 20 janvier 1910, le zouave du pont de l'Alma a les pieds dans l'eau déjà depuis plusieurs jours. Mais ce n'est pas la première fois que le fleuve atteint ce niveau. Et pour le moment, personne n'y prête vraiment attention. En réalité, en dehors de Paris, la Seine vient juste de sortir de son lit et de dépasser ses limites habituelles. Au siège du Petit Parisien, le journal le plus important de l'époque, les journalistes ne savent pas encore que la crue qui se prépare va bientôt devenir un feuilleton qui passionnera plus d'1 million de lecteurs. Messieurs, bonjour. Le Petit Parisien, c'est le grand quotidien qui a vraiment le cœur des Français, puisque c'est le plus fort tirage de tous les journaux du monde entier. Alors c'est un journal républicain, fermement républicain, qui est dirigé par Jean Dupuy, qui est à la fois sénateur et ministre de la République. Donc on voit bien qu'il y a des accointances entre les deux. Mais c'est un journal qui est très populaire et qui est très diffusé en France. Alors qu'avons-nous aujourd'hui? Moi, je vous propose un papier sur les détenus politiques de la prison de la Santé. Bien, page 3 alors. J'ai mieux. Le curé d'Irincy qui a disparu. Bien, page 2, une pleine colonne. Les lecteurs et les histoires policières. Ah, et vous les temps, comme dites-vous? Ce que je vous dis qu'il ne fait pas bon être dehors par ce temps. Oh, ben c'est original, ça. Nancy, Besançon. La Belgique en partie inondée. On est au niveau de précipitation le plus haut depuis 15 ans. Regardez cette carte. Elle montre les zones inondées par la montée des eaux. Ah oui, alors je sais bien que la météo a toujours été une préoccupation importante des Français, mais il en faut plus. Billet du service de navigation. Il prévoit une montée des eaux sans gravité. Aucune inondation n'est à prévoir sur la capitale, à condition que les pluies cessent. Mais ils viennent de fermer la navigation, car le passage sous les ponts de Paris devient critique. Bien, les temps. Alors on titre le mauvais temps, les inondations continuent, et on creuse sur cette interdiction de navigation. L'hiver 1909-1910 a été extrêmement pluvieux. Il a plu presque sans arrêter au mois de novembre et au mois de décembre. Ce qui a fait monter le niveau des rivières et surtout a saturé les sols. En octobre, novembre, décembre, il y a des pluies diluviennes sur Paris, comme rarement. Hein. Là-dessus, il y a un hiver très froid qui arrive. Et au mois de janvier, alors qu'il a fait très très froid, que les sols sont complètement gelés, il se remet à pleuvoir d'une façon folle. Et l'eau monte. Et elle va monter extrêmement lentement. Les crues de la Seine sont des crues très lentes. On prend à peu près 50 cm par jour. Donc on voit l'eau monter. Paris est le plus grand port de France. Il cumule autant de trafic que Le Havre et Marseille réunis. Depuis la dernière crue de 1876, le créateur du service hydrologique, l'ingénieur Belgrand, a engagé d'importants travaux le long des 28 km de quais. En prenant comme référence les 7,40 m atteints par la crue de la Seine 30 ans plus tôt, il a surélevé les quais, construit des parapets de protection, persuadé que Paris est désormais à l'abri d'une nouvelle inondation. Avec l'arrêt de la navigation, 300 péniches sont bloquées dans la capitale et les bateaux-mouches ne circulent plus. Mais l'approvisionnement des halles, le ventre de Paris, ne semble pas encore menacé. Paris est effectivement un lieu qui utilise la Seine dans une perspective industrielle et de travail. C'est une ville de travail qui juxtapose de multiples activités jusqu'à un secteur secondaire et industriel très puissant. Et la Seine, évidemment, a été neutralisée, mais avec cette réserve près dans la préparation de l'inondation, c'est-à-dire que le monde des bateliers est prêt, par définition, à de tels débordements. Et donc on sait qu'il s'agit de neutraliser la circulation. Et donc de ce point de vue-là, bien encore une fois, l'activité économique est tombée à zéro, mais il y a eu l'idée que l'affaire n'était que passagère.
Le lendemain, au pont d'Austerlitz, qui marque l'entrée dans Paris, on mesure déjà 70 cm de plus. On prend en fait une échelle de crue qui permet d'avoir une donnée homogène sur plusieurs années. Et donc on sait, alors on a plusieurs repères de crues, mais les chiffres aujourd'hui qui sont donnés par la préfecture notamment pour faire leur plan, c'est la hauteur d'eau à Austerlitz. C'est une convention. Alors ça veut rien dire sur l'eau qu'il y a dans les rues. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où on va avoir 10 cm et d'autres où on va avoir plus d'1,50 m. Dès le 21 janvier, la banlieue a déjà les pieds dans l'eau. Mais en 1910, elle compte seulement 900 000 habitants. Les petites communes rurales et ouvrières, installées souvent dans des zones inondables. L'inquiétude de certains maires face à l'eau qui monte inexorablement ne suscite que peu d'intérêt, alors que la crue est bien aux portes de Paris. Il n'y avait pas de système d'alerte. Il y avait, en quelques endroits, des échelles où l'on relevait à la main la hauteur d'eau. Il est impossible à cette époque d'anticiper. La météo consiste à relever la température, les quantités d'eau tombées, mais on a une très faible idée des phénomènes eux-mêmes. Ce n'est qu'à partir des années 20 que les météorologiques ont construit des systèmes d'explication pour comprendre les perturbations, les systèmes de front, les types de pluie, etc. Entouré de zones inondables, et malgré les informations qui circulent déjà dans les communes alentours, Paris n'a pas encore pris conscience de la progression de la crue. Pourtant, l'eau a commencé à envahir les berges situées dans le 12e arrondissement, à l'est de Paris. La première zone touchée concentre surtout les entrepôts de vin de Bercy, 40 hectares de stockage qui alimentent les Parisiens en alcool depuis plus d'un siècle. Les ouvriers tentent de sauver ce qu'ils peuvent, mais il est déjà trop tard. Bien plus inquiétant, cette partie de la Seine accueille aussi une grande partie des usines et des industries qui alimentent Paris en électricité, en gaz, et qui font vivre des milliers d'ouvriers. Demandez le petit Parisien 5 centimes. Le niveau de la Seine atteint les 5 mètres. La navigation est suspendue. Demandez le petit Parisien. Le chemin de fer est sous les eaux dans les Vosges. Le bureau de poste de Châtillon a été évacué. On déplore 2 morts dans la Moselle. Les usines ferment. Beauvais ressemble à une cité lacustre. Tout ceci devient inquiétant. Monsieur Dupuis, je comprends votre inquiétude, mais sachez que nous prenons la mesure de la situation. Nous vous informerons, comme d'habitude, des mesures prises. À bientôt, monsieur le préfet. Je compte sur vous, Il faut se rendre compte que Paris, c'est une ville qui n'a pas de maire. Et du coup, le préfet de police de Paris, c'est peut-être celui qui incarne le plus et le mieux l'autorité. L'autorité, et il a cette fonction qui est à la fois une fonction de police, comme aujourd'hui, d'ailleurs dans les fonctions préfet de police, il y a aussi donc la question de la sécurité des habitants, de l'hygiène. Hygiène et salubrité, ça fait partie des attributions du préfet de police. Monsieur le préfet, on vient de recevoir un billet. Un village a été englouti à 80 km de Paris. On compte 7 morts. Désastreux. Quel est le niveau de la Seine? 5,93 m, monsieur le préfet. Les renforts de l'armée sont attendus. Le président vient d'en donner l'ordre. Il n'y a plus que ça. Ce soir-là, la Seine vient d'atteindre l'usine d'air comprimé qui alimente le réseau parisien. Les 5800 horloges pneumatiques de la ville se figent entre 22h48 et 22h53. La crue vient d'arrêter le temps pour plusieurs semaines. Le zouave du pont de l'Alma a maintenant de l'eau jusqu'à la taille. On sait comment l'eau est montée. Elle est montée très progressivement. Elle a d'abord débordé dans certains quartiers, les quartiers là où les murets étaient les plus bas, ou les quartiers qui étaient le plus exposés. Et surtout, ce qui s'est passé, ce qui a été très frappant, c'est que Paris, à l'époque, déjà est un gruyère. Il y a des trous partout, on est en train de creuser le métro. Il y a des infiltrations qui se sont produites de la surface par ces creusements, par ces tunnels. Alors,
On a vu en fait les gens un peu à peu, ils ont vu l'eau arriver, monter, déborder, et puis là, il y a eu des petits problèmes au départ. Les pendules se sont arrêtées. Alors les chevaux pouvaient continuer à avancer dans l'eau, ça c'était important parce qu'il y avait des omnibus, donc on pouvait continuer à avancer. Mais par exemple, les ours qui étaient au jardin des plantes se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Donc tout ça, c'était des choses un peu folkloriques. Et il y a aussi quelque chose de très frappant pour les Parisiens, c'est qu'à ce moment-là, on fait appel à la troupe. On a une époque où le service militaire existe. On va mobiliser à peu près 100 000 hommes, des conscrits, les fameux piou-piou de l'époque, qui sont extrêmement populaires auprès de la population et qui vont venir quadriller la ville pour aider les Parisiens. Il y a toujours eu des crues à Paris. C'était incessant, les crues. Il y a eu des crues meurtrières, bien plus que la crue de 1910. La plus grosse, elle est de 1658, je crois, où les ponts étaient effondrés. Mais sur les ponts, il y avait des maisons. Donc il y avait des morts. La crue de 1910 a certainement été une des plus fortes. Elle a surtout été la première photographiée, justement. La première photographiée, la première où des journalistes sont partis sur le terrain, en fait, et commençaient à photographier et à voir et à raconter ce qui se passait. Jeanne ? Jeanne, c'est vous qui avez déposé ces photographies? Oui, monsieur, c'est mon cousin Léonard qui les fait. J'aimerais le rencontrer. Eh bien, il vous attend. Léonard, je suis Létang, journaliste. Votre cousine a déposé quelques-unes de vos photographies sur mon bureau. Rien ne remplace le verbe, jeune homme. Nous n'utilisons que très peu la photographie ici. Cependant, je dois avouer que les vôtres sont plutôt bonnes. Et pour le sujet qui m'occupe, elles s'y prêteraient particulièrement. J'aimerais les montrer à mon patron. J'en ai d'autres si vous avez besoin. 2 ans que j'arpente les rues avec mon matériel. Je connais Paris comme le fond de ma culotte. J'en suis ravi, mais je préfère vos images à votre poésie. Vos clichés suffisent. En cas de besoin, vous êtes disponible rapidement? Bien sûr, monsieur. Je ne bouge pas d'ici. La crue de 1910 introduit une grande nouveauté, c'est l'apparition de la photographie dans la presse. Pour rendre compte, il ne suffit pas de dire les eaux montent, il faut les montrer. Et donc on les monte en photographie et on voit apparaître au cours de la semaine entre le 20 janvier, enfin entre le 20 et le 31 janvier, on voit apparaître petit à petit 1 photo, 2 photos, 3 photos. Et on arrive à 6-8 photos par page sur la une. Et donc on fonctionne en tandem de plus en plus entre le photographe et le journaliste qui vont ensemble voir et rendre compte, l'un qui raconte par son écrit et l'autre qui raconte par ses photographies. Et ça donne naissance véritablement au reportage. On peut aller à quelques centaines de mètres du journal avec le photographe, photographier et raconter. C'est un lac? Le niveau a monté très vite. Hein. Ah ouais. Le souterrain qui passe sous la Seine, il est en construction, il permettra de construire la ligne nord-sud, c'est-à-dire de Vaugirard à Montmartre. Hein. La ligne est inondée à cause d'une rupture d'égout. Tout le chantier sous les eaux. Et vous n'avez rien pu faire? Ah non. Il est très difficile de lutter contre l'eau. Puis toutes les pompes ont lâché. Elle est partout. Hein. Elle a touché Saint-Lazare, la Trinité. Même les ingénieurs ont renoncé à utiliser les pompes, submergées par la quantité d'eau. Depuis la grande exposition de 1900, Paris a déjà construit 6 lignes de métro. Au total, presque 60 km de galeries creusent le sous-sol de la capitale et plus de 20 km de métro supplémentaires sont en cours de réalisation. La ligne 4, qui passe sous la Seine, vient à peine d'être inaugurée et la ligne nord-sud est en plein chantier. C'est là que le flot va s'engouffrer pour atteindre la Trinité et la gare Saint-Lazare, au grand étonnement des ingénieurs et des habitants du quartier. Les pompes sont rapidement noyées et en quelques heures, place de Rome, il y a 2 mètres d'eau.
Le métropolitain parisien n'est pas un métropolitain à vapeur comme il pouvait l'être dans d'autres capitales, notamment à Londres. Et donc de ce point de vue-là, le métropolitain pâtit finalement de son avancée technologique. Il est immobilisé, notamment parce qu'il est électrique. Et on ne peut pas alimenter les stations en électricité à cette période. Et donc la ville lumière s'éteint, l'image est belle, mais elle est réelle. Et de fait, pendant un temps, il y a une impression un peu surréaliste d'un Paris qui retombe dans le passé. En 1910, 6 sociétés privées se partagent la capitale pour fournir l'énergie. Mais une grande partie des usines de production sont situées en bordure de Seine, comme celle de Bercy, de Palais-Royal ou d'Asnières. Malgré les barrages mis en place en urgence, elles sont noyées ou endommagées dès les premiers jours de la crue. Les 70 000 abonnés privilégiés, dont le palais de l'Élysée, l'Assemblée nationale ou certains ministères, sont rapidement privés d'électricité et les lampadaires publics alimentés au gaz s'éteignent un à un. Les Parisiens reviennent brutalement à la bougie et à la lampe à pétrole. C'est grave, les temps. Et je pense que ce n'est que le début. J'ai entendu parler de vols, de pirates, d'effondrements, de famines, de maladies. Nous devons être vigilants sur la formation, tout le monde est effrayé. J'avais l'intention de rédiger un article sur l'effondrement rue de l'Université, les égouts qui crèvent. Bien. Je comptais également interroger les ingénieurs sur leur capacité à gérer la montée des eaux. Qu'en est-il de Maison Alfort? C'est terrible à ce que je sais. Je ne suis pas rentrée hier soir, trop difficile. Ma cousine m'a hébergée. Ils ne savent pas quoi faire. Les voisins s'aident les uns les autres, mais tout est tellement ravagé. Les commerces sont sous l'eau et les bâtiments menacent de s'effondrer. Et merci. Nous, on a l'habitude de penser les crues avec un fleuve qui déborde. En réalité, la crue de la Seine, c'est 12 inondations en une. C'est le fleuve qui déborde et en dessous, il y a une nappe phréatique qui monte et qui va inonder tous les sous-sols. Et cette inondation-là, elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle sape les fondations des bâtiments qui peuvent ensuite s'effondrer. Elle inonde les caves. Elle fait que l'eau va se propager dans les sous-sols, en particulier dans les égouts. Et donc, il y a des quartiers qui sont complètement les pieds dans l'eau alors qu'ils sont très loin de Paris. Les égouts n'avaient pas de clapet, tout simplement. Donc, l'eau qui était censé sortir de nos toilettes pour aller dans la Seine, on pollue gracieusement la Seine, il n'était pas prévu que ça puisse fonctionner dans l'autre sens, donc on n'a pas mis de clapet anti-retour. Hein, donc les égouts n'étaient pas prévus pour une crue. Les pompes qui avaient été installées, qui étaient des pompes à vapeur, des machines modernes, étaient totalement insuffisantes. D'où une sorte de panique générale pour protéger les équipements de pointe de l'époque. En particulier au nord de Paris, le central téléphonique Bergère était entouré par les eaux et donc il risquait de faire sauter la totalité des communications téléphoniques de la capitale. Donnez-moi ça, mon petit. Tenez ma lampe. Les temps. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Lisez-moi ça. Cette fois, ça y est. Ça commence vraiment. Inutile de vous préciser que vous avez mon accord pour vous rendre sur place immédiatement. Foncez, vous avez la une. Avec photographie. On verra ça. Soyez pas gourmands, les temps. Allez, Léonard. C'est un grand jour pour la presse. Allez.
Allez-y directement, le préfet a laissé des instructions. Et ça, c'est vraiment gentil pour ceux qui savent pas Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît, reculez, la gare est fermée, j'en sais C'est intolérable. Ça fait 2 jours que je suis coincé. Austerlitz, savez si ça marche encore au moins? Reculez, messieurs, dames, s'il vous plaît, la gare est fermée jusqu'à nouvel ordre. Calmez-vous, je n'en sais rien. La gare est fermée, calmez-vous, j'en sais rien. Non, du petit Parisien. Et vous, c'est fermé, je viens de vous le dire. On a une autorisation spéciale du préfet Lépine. Désolé, on fait que notre travail, monsieur, allez-y. Merci. Reculez, s'il vous plaît. Paris ne peut plus ignorer la crue. La gare d'Orsay et la gare d'Austerlitz sont sous les eaux. La gare du Champ de Mars, où l'on stocke le charbon des Parisiens, est bloquée. Même les bureaux du service de navigation viennent d'être évacués. La population se prépare désormais à une crue qui risque de s'installer. Les premières conséquences se sont fait sentir sur les transports. Mais les gens savaient s'organiser pour tenir plusieurs semaines sans un ravitaillement quotidien. Donc les gens ont vécu reclus chez eux, en vivant grosso modo sur les réserves. Mais on est encore au sortir de cette société de pénurie des années du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et donc les gens avaient des provisions. Moi, je suis assez étonné quand on voit les photos. Alors, c'est peut-être l'attrait de la photo qui n'était pas encore très usité à l'époque, mais les Parisiens rigolent vraiment bien, quoi. C'est-à-dire, on dit que les Parisiens sont grincheux aujourd'hui, se plaignent de tout, etc. Là, manifestement, ils rigolaient bien, quoi. Ça les faisait rire, ils étaient quand même... Parce que les conditions étaient terribles. Il n'y avait plus de chauffage. Il faisait froid, humide. Ils avaient des vêtements, pour l'essentiel, qui étaient des vêtements en tissu lourd, etc. Donc ça doit être mouillé en permanence. Des chaussures en cuir imbibées d'eau et trucs. Il n'y avait plus d'électricité ou de gaz ou de choses comme ça. Tout avait claqué. Il y a tout un récit, une mise en récit de cette crue, notamment par les cartes postales, qui donne à voir un mythe, voilà, tout se passait très bien, on venait voir en spectateur. En réalité, ça a été extrêmement difficile. D'abord parce que la vie quotidienne a été très lourdement empêchée, on ne pouvait pas circuler, on pouvait circuler difficilement, il fallait chercher du logement, chercher à se nourrir. Les pauvres ont beaucoup souffert à cette époque-là. Il y a eu par exemple des épisodes de lynchage où des gens étaient accusés d'avoir pillé indûment, alors qu'en réalité souvent c'était des gens qui mouraient de faim. Donc on a vraiment eu des problèmes d'ordre public. Et puis il ne faut pas oublier aussi que toutes les personnes fragiles de cette époque-là, on ne les voit pas évidemment sur les photos, mais elles ont énormément souffert. Toutes les usines ont arrêté de travailler. Les usines de chauffage qui produisaient du chauffage et tout ont été inondées, ne pouvaient plus chauffer Paris. Sans parler du fait que les gens ne travaillaient plus, quoi. L'activité était morte, absolument morte. Il n'y avait plus d'activité à Paris. On se faisait livrer, les boulangers livraient en barque. Ils continuaient à faire du pain, mais plutôt loin de la Seine, enfin dans des quartiers. Ils arrivaient en barque. Il y a des photos comme ça, on les voit arriver, ils livrent la nourriture. Il y a les gens au premier, deuxième étage, des vieilles dames qui
se font servir. Enfin, il y a une réorganisation complète qui s'est faite, et c'est vrai que ça a été fait dans le calme, ça, véritablement. La crue de la Seine devient terrifiante. Le télégraphe ne fonctionne plus, les lignes de téléphone non plus. Boulevard Saint-Germain, l'eau a maintenant totalement envahi le quartier. Elle a emprunté la ligne de train nord-sud et a atteint la gare Saint-Lazare, mais aussi la gare des Invalides et la gare d'Orsay. Le chef de gare admet que même si la crue stoppait net, il faudrait plus d'une semaine pour que la gare fonctionne de nouveau. Voilà. Les tramways sont maintenant tous à l'arrêt. On a remis en circulation les hippomobiles grâce aux 75 000 chevaux qui restent encore dans Paris. La plupart sont regroupés sous le hall de la gare de Lyon, la seule gare surélevée qui fonctionne encore et le dernier lien avec la province. La gare de Lyon était totalement inondée. Toutes les grandes avenues qui vont à la gare de Lyon sont complètement inondées. Et vous aviez une station de taxi barque. Donc on allait à la gare, parce que la gare, comme elle est surélevée, elle continuait à marcher. Donc on continuait à aller, à voyager, etc. Et donc vous avez, pas des encombrements de barques, mais pas loin, quoi. Des dizaines, des vingtaines de barques et tout, avec des types dedans, avec leurs mallettes, leurs valises, des bonnes femmes avec leurs chapeaux, etc. Et qui vont à la gare ou qui repartent. Et au pied de la gare de Lyon, il y avait une énorme station de barques, en fait, de taxi. Et vous voyez la queue des gens sur le petit bout qui était à peu près pas trop mouillé, etc. Et puis après, tout le monde part et s'en va à gauche, à droite, partir à Paris. Je ne sais pas où ils habitaient. Mais on pouvait se balader comme ça dans Paris. Dès qu'on était près de la Seine, de toute façon, tout était complètement inondé. C'était vraiment des canaux, quoi. C'était comme à Venise. Dès le 21 janvier, le gouvernement a mobilisé tous les fonctionnaires de la voirie et les pompiers. Ingénieurs et égoutiers se relaient jour et nuit pour protéger les zones les plus sensibles et construire des digues. Les régiments cantonnés à Paris, en banlieue, reçoivent les renforts des fantassins de toute la province. Puis arrivent les matelots de la Royale avec leurs canots Berton, des embarcations pliables qui peuvent accueillir une douzaine de personnes. Finalement, le préfet d'Épine réquisitionne même les barques du bois de Boulogne jusqu'au canot d'un parc d'attractions. On lutte maintenant mètre par mètre contre la montée des eaux. Merci monsieur le petit parisien, 5 centimes. Journée d'angoisse, journée de désastre. L'inondation paralyse la vie de Paris. Le petit parisien, 5 centimes. Devant la catastrophe qui s'amplifie, le président du Conseil, Aristide Briand, vient présenter un projet de loi qui constitue une grande première pour l'époque. Messieurs, des inondations terribles viennent de ravager de nombreuses régions de la France. Les autorités locales ont fait tout leur devoir. Elles n'ont pu cependant secourir des misères qu'il importe de soulager le plus rapidement possible. Le gouvernement, répondant aux vœux de l'opinion publique, vous demande les moyens d'apporter son aide aux victimes de ces catastrophes et de leur accorder les secours les plus urgents. Nous avons en conséquence l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi ci-après. En addition au crédit provisoire alloué par la loi du 30 décembre 1909, il est ouvert des crédits s'élevant à la somme de 2 millions et ainsi libellé « Secours aux victimes des inondations de 1910 ». La situation est maintenant catastrophique en banlieue. La température est constamment sous zéro. On compte plus de 15 000 sans-abri et des milliers d'ouvriers sans ressources, comme ceux de l'usine Renault qui vient de licencier 2500 personnes. Le chômage n'est pas indemnisé à l'époque, les assurances balbutiantes, et beaucoup n'ont pas d'économie pour faire face. Le journal L'Humanité titre « C'est un désastre national, partout la ruine, le chômage et la dévastation ». La banlieue dans la vallée de la Seine et de la Marne est totalement submergée. Les établissements industriels
sont fermés, les logements ouvriers sont les pieds dans l'eau. Là, c'est une vraie crise sociale dont on ne parle pas, parce que c'est un peu la face cachée de la ville. Vous m'avez demandé, monsieur? La banlieue. J'y suis né. De ce que j'en sais, il y a du grabuge. 3 photographies. Je n'en garderai qu'une seule. Je veux une image forte. Une image qui montre les dégâts sur les hommes et sur les bâtiments. Je pars tout de suite. Les sinistrés commencent à affluer vers Paris, où se sont mis en place des comités d'accueil dans des bâtiments publics ou privés, comme la manufacture de tabac, l'imprimerie nationale ou l'ancien séminaire de Saint-Sulpice. Dès le début de la crue, le président de la République, Armand Fallières, vient régulièrement à la rencontre de la population. Il est de plus en plus choqué par ce qu'il voit. Combien de malheureux sont ici? Ici, environ 500 sans-abri. Bonjour, monsieur le président. Madame, je vous salue et vous félicite pour votre engagement auprès des dames de France. Ces malheureux ont tout perdu. Plus de toit. Ils sont désœuvrés. Nous avons l'impression d'être en guerre. Je sais combien votre tâche est essentielle. Combien compte-t-on de sinistrés venus de banlieue? Environ 2000. Mais on pense qu'ils sont 15 000 au total. 15 000, vous êtes sûr? Mais oui, monsieur le président. Et la situation des usines est très difficile. Vous parlez de Renault? Pas seulement. Renault vient de licencier 2500 personnes, mais toute l'industrie licencie. Il va falloir que cette crue s'arrête vite. Monsieur le préfet. Messieurs, je vous ai convoqué ici pour vous faire part de la situation. 600 employés municipaux sont mobilisés jour et nuit. La police, les pompiers, les soldats du gouverneur de Paris ont reçu le renfort des fantassins de la province et des sapeurs du génie. Pensez-vous, monsieur le préfet, pensez-vous vraiment avoir tous les moyens à votre disposition? Je suis tout ensemble général, amiral. Je commande aux soldats d'infanterie, à ceux du génie, et j'ai sous mes ordres une flotte d'1 millier de bateaux. Maintenant, je vous prie de m'excuser, le président m'attend. Monsieur le préfet. Le président! En 1910, 3 organisations de la Croix-Rouge sont en concurrence pour aider les sinistrés, toutes contrôlées par l'aristocratie et la bourgeoisie de l'époque et à l'organisation quasi militaire. Elles vont trouver là, sans le savoir, l'occasion d'une répétition générale, 4 ans avant la Grande Guerre. Mais plus largement, une grande solidarité se met en place au quotidien et permet à cette catastrophe de rester supportable. Au niveau des gens, de ce que l'on appelle beaucoup plus à l'époque le peuple de Paris, il y a des réseaux de solidarité qui existent très fortement, des gens qui hébergent chez eux, des associations qui jouent leur rôle. On dit aussi que ça a contribué à une sorte d'essor justement les petits métiers de Paris. Les gens se sont précisément regroupés, ont essayé de trouver des fonctions qui pouvaient servir, etc. Donc je pense qu'il y a un tissu solidaire de la population beaucoup plus important qu'il n'y aurait aujourd'hui, encore que on sait que des fois dans les catastrophes, les gens se révèlent. L'entraide de la population est en effet extraordinaire. Partout dans Paris, des collectes ou des ventes sont improvisées pour venir en aide aux victimes. Il y a eu des tas de systèmes d'aide et d'entraide, ça très très forte entre les gens. On se trimballait, dès qu'on avait une barque, on se baladait, on allait chercher le voisin, on aidait tout le monde, etc. Parce que c'était des conditions quand même plutôt exceptionnelles. Et sans doute très amusantes finalement, je pense pour ceux qui n'étaient pas au rez-de-chaussée.
Mis à part le fait qu'il n'y avait plus de lumière le soir, des choses comme ça et tout, c'est vrai que ça aurait pu être l'occasion de pillage, de vandalisme, de choses comme ça à l'époque. Il n'y a aucune remarque à ce propos sur l'époque. Chère Lucie, j'ai reçu hier soir ta lettre. Tu parais inquiète de nous, d'après les tristes détails des journaux. Notre quartier a en effet été bien éprouvé. Jamais je ne me serais figuré que des rues de Paris n'étant pas au bord de l'eau puissent être envahies de cette façon. Ces quartiers n'ont plus ni gaz ni électricité, et le soir, c'est d'une tristesse navrante. Chers parents, cela fait 2 jours maintenant que l'usine a fermé, et sans l'aide de nos voisins, il nous serait difficile de tenir. La presse compare maintenant Paris à la ville de Venise. Mais nous gardons le moral. La grande solidarité qui règne dans les rues est un réconfort quotidien. Ma chérie, je suis heureux que tu sois partie avant tout cela. L'odeur est devenue franchement insupportable. Les ordures s'accumulent depuis 4 jours et je ne sais plus quoi faire. L'eau continue à monter de presque 1 mètre par jour. Monsieur le préfet, nous venons d'affecter sur vos conseils l'ancien séminaire de Saint-Sulpice pour les sinistrés. On aménagera le couchage et le chauffage. Nous envisageons la même chose pour le Panthéon et d'autres monuments publics. L'annonce sera officielle dans peu de temps. Monsieur le Président, nous sommes déjà à 200 000 malheureux en banlieue qui attendent un refuge dans Paris. Nous devons les accueillir. Je vais prendre une mesure sanitaire. Je comprends qu'elle soit indispensable pour la santé des citoyens, mais... Les déchets doivent être évacués pour éviter la maladie. Et comment allons-nous faire? Les voies sont impraticables et nous peinons déjà à ravitailler les Parisiens. La Seine, c'est la seule solution. Nous devons déverser les ordures par-dessus les ponts. Nous avons déjà des traces d'épidémie. Nous risquons typhus. Informer la presse des mesures à prendre. Je ne veux aucun risque pour la santé publique. Insistez bien sur ce point. Il ne nous manquerait plus qu'une épidémie. L'homopollution n'existe pas au début du XXe siècle. On sait qu'il y a des rivières sales dans lesquelles les usines déversent leurs produits. Les égouts se déversent dans la Seine. Il n'y a pas de station d'épuration. Le principal collecteur pour la rive droite se trouve sous la place de la Concorde, et tout part à la Seine. Donc, salir une rivière, ça ne choque personne. À partir du 23 janvier, les éboueurs ne peuvent plus acheminer les ordures vers les usines d'épuration. Le préfet Lépine met alors en place ce qu'il appelle l'opération ordures au fil de l'eau, qui consiste à déverser les ordures principalement depuis les ponts de Tolbiac et d'Auteuil. Pour éviter les fuites dans la presse, le préfet l'organise d'abord à l'aube, mais doit vite renoncer devant les 1300 tonnes d'ordures jetées chaque jour dans la Seine. La banlieue est une fois de plus sacrifiée. Et les pouvoirs publics ont quand même été assez déficients. Les ordres qu'ils ont donnés étaient quand même pas terribles, quoi. Allez, on met tout dans la Seine et basta, et puis allez à Jacques Tès, quoi, que ça se balade. D'autant qu'il y avait des ponts et que les ordures passaient pas sous les ponts, puisque l'eau était trop haute. Donc les ordures stagnaient dans la Seine entre les ponts. Ça ne coulait pas. Ils ont pensé que ça allait couler, mais ça ne coulait pas du tout. Bon, maintenant, il fallait trouver une solution. C'est facile de dire que c'était une mauvaise solution, mais c'est assez facile de dire que c'était pas une très bonne solution aussi. Bien, alors comme vous l'avez vu, nous n'avons plus de moyens de communication. L'information, nous devons aller la chercher sur place et je sais combien il est devenu dur de se déplacer en ce moment. Alors, qu'avez-vous à me proposer aujourd'hui? J'ai du cocasse. Au Palais Bourbon, des égoutiers ont porté sur leur dos une trentaine de députés qui étaient bloqués par les eaux. Pas très cocasse. Sauf qu'avec eux, un curé s'est fait porter comme un enfant à cause de sa soutane. Bien. Alors, je viens d'accepter que nos rotatifs servent pour le journal officiel qui est totalement inondé. Par ailleurs, nous allons lancer un appel aux dons. Les donateurs figureront dans les pages du journal.
Voilà, c'est tout pour le moment. Merci, messieurs. Oui, alors la presse sert aussi à l'entraide. C'est un certain type de presse. Essentiellement, c'est Le Figaro, qui est le journal mondain pour la grande bourgeoisie, qui fait des souscriptions, qui fait appel à ses lecteurs. Et alors, au lieu d'avoir des photos dans Le Figaro, il n'est pas question de mettre des photos, c'est pas sérieux de mettre des photos. Donc, on met des colonnes entières de souscriptions avec généralement en premier la baronne de machin chose ou le duc de Trucmuche, et qui ont donné 20 francs, 50 francs, etc. pour les victimes des inondations. En quelques semaines, la presse récolte près de 4 millions de francs, soit le double de la subvention votée par l'État. Raillé pour son manque d'efficacité, le ministère des Finances fait ouvrir les guichets des trésoreries générales pour collecter les dons sur tout le territoire. Ce qui amène certains journaux satiriques à s'amuser d'une situation qui conduit les Français à entrer volontairement chez leurs percepteurs. Rapidement, la presse internationale s'empare du sujet. Des États-Unis à l'Allemagne ou l'Italie, l'inondation de Paris devient un feuilleton pour les journaux du monde entier. Grâce à cette couverture médiatique exceptionnelle, on crée même à la Scala de Milan, à l'Opéra de Moscou ou dans les théâtres parisiens, les premiers spectacles de charité au profit des sinistrés. Tous les regards sont tournés vers Paris. Le 28 janvier, cela fait une semaine que la Seine monte inexorablement. 20 000 immeubles sont touchés et plus de 30 000 maisons en banlieue. La plupart des monuments et des institutions sont inondés. Malgré l'absence de chauffage et d'électricité, les députés se rendent chaque jour à l'Assemblée nationale en barque pour ne pas être accusés de lâcheté par la population. Nous devons donner l'exemple, nous si souvent raillés dans les caricatures d'élus fainéants. Rejoindre l'Assemblée en canot. Impensable. Au-delà de l'inondation des bâtiments officiels, des rumeurs disent même que la jeune tour Eiffel si décriée par les Parisiens est en train de pencher, minée par les infiltrations du sous-sol. À la conciergerie, qui sert encore de centre de détention, on a évacué en catastrophe les prisonniers dont les cellules sont totalement sous l'eau. Le palais de justice ne fonctionne pratiquement plus, et une partie de ses archives flotte sur une eau boueuse. Des ingénieurs évoquent l'idée de faire sauter certains ponts pour éviter qu'ils ne se transforment en barrages. Personne ne sait quand l'eau va s'arrêter. Une angoisse dont se saisit l'archevêque de Paris, Monseigneur Hamet. Je tenais à remercier, en des mots chaleureux, l'humanité et le grand dévouement des dames de la Croix-Rouge, ainsi que la charité des croyants qui œuvrent pour aider leurs prochains. Cette inondation est une punition de Dieu pour nous pauvres pécheurs qui avons laissé 5 ans auparavant l'Église se séparer de l'État. Seule la prière peut nous guérir de ce fléau. Le lendemain, la Seine commence à baisser. Quelques centimètres supplémentaires auraient suffi à inonder les halles et à provoquer cette fois une véritable panique. Les Parisiens se rendent en masse sur les ponts de Paris pour vérifier la véracité de l'information, et les vendeurs de cartes postales sont dévalisés par ceux qui veulent garder une trace de cet événement exceptionnel. Entrez, monsieur le préfet. Je crois que nous y sommes, monsieur le président. Alors, Lépine? La crue est finie depuis 12 heures. Enfin, des bonnes nouvelles. Nous déplorons très peu de victimes. Notre aide a été miraculeuse. Et vous savez que tout n'est pas terminé. Il faut se préparer à de très longues semaines pour redonner à Paris son apparence. Mais vous avez fait du bon travail, monsieur le préfet.
Il est difficile encore aujourd'hui de connaître le bilan humain de la crue et de savoir comment l'on comptabilisa les victimes. Mais officiellement, on ne comptera que 2 morts, un pompier victime de son devoir et la girafe du jardin des plantes morte de pneumonie. Cette crue de 1910 aura duré une semaine et pourtant l'eau mettra plus d'1 an à disparaître, laissant derrière elle une véritable désolation. Le Parlement accordera une nouvelle subvention pour indemniser une partie des commerçants, des chômeurs et des propriétaires, mais une fois de plus, elle ne concernera pas la banlieue. Au total, on estime les dégâts à près de 1 milliard d'euros. Une grande partie de la presse mettra en avant le comportement exemplaire de la population, félicitée pour son dévouement et son patriotisme lors d'une séance extraordinaire de l'Assemblée. Elle restera surtout le premier exemple de catastrophe naturelle suivie par les médias au jour le jour. En 1914, la Première Guerre mondiale fera vite oublier la crue et permettra aux petits Parisiens d'atteindre les 2 millions d'exemplaires dans un nouveau feuilleton bien plus dramatique. Quand il y a une catastrophe, il y a toujours un discours de la catastrophe. Insister sur les victimes, insister sur le fait que c'était difficile, etc., ça ne permet pas de se reconstruire. Au contraire, construire un discours on a été bon, on a été fort, on a réussi. Ce que font les Américains aujourd'hui quand il y a des catastrophes, ça permet aussi de s'en sortir. Donc l'histoire ne va retenir que cette mémoire glorieuse de la crue et va occulter un certain nombre de problèmes qui se sont posés et qui sont du coup un problème pour les acteurs contemporains de la gestion parce que les gens ont une vision biaisée de ce qui s'est passé en 1910 et que du coup utiliser la crue de 1910 pour informer, c'est bien mais en même temps c'est problématique parce que forcément on se dit si ça s'est passé en 1910, on s'est bien sorti en 1910, on est un siècle plus tard, on va s'en sortir. C'est un peu plus compliqué que ça. Un siècle plus tard, l'Île-de-France compte 11 millions d'habitants. Les zones inondables n'ont pas changé malgré les grands travaux effectués depuis la guerre, et une inondation du même niveau que 1910 toucherait directement 1,5 million d'habitants. Malgré les différents dispositifs mis en place par la RATP, EDF ou les entreprises les plus concernées, l'impact économique et financier d'une nouvelle crue centenale serait colossal sur une société nourrie aux moyens de communication. Les estimations du coût oscillent entre 4 et 40 milliards d'euros. Pour les experts, la question aujourd'hui n'est pas de savoir si cette nouvelle crue aura lieu, mais simplement lorsqu'elle viendra, serons-nous prêts ? Serons-nous prêts? Toute la question est là. On va tenter d'y répondre avec nos 4 invités réunis ici. Jean-Paul Kiel d'abord, préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris. Comment se prépare-t-on? Car les choses ont bien changé depuis 1910 et c'est tant mieux. Claude Beaubion, analyste à l'OCDE, auteur d'un rapport sur la crue de la Seine. Une crue dont le coût se chiffre en milliards d'euros. Face à ça, que faire? Je salue Pascal Popelin, aujourd'hui député de Seine-Saint-Denis. Il a été pendant 11 ans l'homme des barrages. Il y en a 4 en amont de Paris. Sont-ils suffisants? Que faut-il faire de plus? On en discutera. Et puis, nous avons enfin avec nous Magali Reguezza, géographe, enseignante à Normal Sup. Ça fait 15 ans qu'elle travaille sur la question des crues. On l'a entendu, on l'a vu dans le documentaire, parler notamment de l'insouciance des Parisiens en 1910. Alors Magali, rebonjour. Est-ce que vous diriez que cet état d'insouciance de 1910, on le retrouve en 2015 avec les Parisiens? Oui, tout à fait. Les Parisiens et toute l'Île-de-France, en fait, les Franciliens, n'ont pas forcément oublié la crue de 1910, mais ils ont oublié à quel point cette crue,
pourrait revenir, elle pourrait être dramatique. Elle pourrait ou elle pourra? Elle pourra. Elle pourra, elle reviendra un jour. Alors peut-être qu'elle sera plus importante, peut-être qu'elle sera moins importante. La ville a beaucoup changé, l'agglomération a beaucoup changé depuis 1910. Donc on a gardé cette mémoire du risque, mais on a perdu la conscience du danger. Il y a aussi une différence entre les franciliens, la population, et puis les pouvoirs publics et les grands acteurs de réseau qui aujourd'hui se préparent maintenant depuis une dizaine d'années. Donc on a une population qui fait confiance, qui a raison d'une certaine façon de faire confiance. On a aussi besoin que cette population prenne conscience que le danger est présent et qu'elle va devoir à un moment donné être un acteur de la crise à venir. Alors, parmi les gens à qui on fait confiance, il y a vous, Monsieur Kiel, vous êtes donc le préfet secrétaire général de la zone de défense. On est prêt ou pas? Alors, on se prépare depuis de nombreuses années. Alors, à la zone de défense en particulier, parce que ce qui ne change pas par rapport à ce qu'on a vu en 1910, c'est toujours le préfet de police qui aura la responsabilité de la gestion de la crue. Mais on n'est quand même pas dans le même état d'improvisation qu'on était en 1910. Absolument pas, parce que c'est vrai que depuis, je dirais, avec tous les retours d'expérience, tout ce que l'on a pu voir à l'étranger en matière de crue, il faut que tout le monde travaille de manière à se préparer le mieux possible à cet événement. Se préparer le mieux possible à cet événement, car il va revenir. On parle de crue centenale. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas eu en 2010, puisqu'il y en a eu en 1910. Une crue centenale, c'est une moyenne statistique. Elle a une chance d'arriver chaque année, une chance sur 100. Bonjour Laurent Romeshko, vous êtes avec nous pour nous expliquer en quoi justement il faut une conjonction de phénomènes exceptionnels pour que ça arrive. Alors il y a un ingrédient déjà qui est tout à fait indispensable, ça ne vous a pas échappé, c'est la pluie. Il faut qu'elle soit au rendez-vous pour que cette crue centenale se produise. Une zone pluvieuse qui s'étire dans la durée, une dizaine de jours au moins, et qui affecterait principalement l'est du bassin parisien avec des cumuls assez importants. Donc des pluies modérées au programme. C'est une condition indispensable mais pas suffisante, puisqu'en temps normal, eh bien, la pluie qui tombe s'infiltre dans le sol et rejoint les nappes phréatiques. Or, le risque de crue centenale existe lorsque une au moins de ces deux conditions dont je vais vous parler, sont réunies. Regardez cette carte avec la nappe phréatique chargée, extrêmement chargée, des sols saturés. Ça se produit lorsque l'automne a été extrêmement pluvieux. Dans ces cas-là, la zone pluvieuse durable qui affecte l'est du bassin parisien, eh bien, cette eau ne s'infiltre pas dans le sous-sol et vient grossir le fleuve. L'autre condition éventuellement à réunir, eh bien, c'est la vague de froid qui pourrait précéder cette zone pluvieuse avec des sols qui sont gelés et qui empêchent l'infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol. Dans ces cas-là, eh bien, ces pluies durables sur au moins une dizaine de jours viendraient grossir le fleuve et contribueraient donc à une crue majeure, voire une crue centenale. Il y a un facteur aggravant également qui est éventuellement la fonte nivale, la fonte des neiges des reliefs de l'est du bassin parisien. Cette neige qui fondrait au moment de l'épisode pluvieux, eh bien, viendrait grossir encore le fleuve. Et puis ça ne vous a pas échappé, dernière précision, la période propice pour ce type de crue s'étire de novembre jusqu'au mois d'avril. Merci beaucoup Laurent Romeshko pour ces explications. Alors, avec nous sur ce plateau, je le disais, Pascal Popelin, pendant 11 ans, vous avez présidé l'établissement Seine-Grand Lac, qui gère 4 barrages, très en amont, même pas dans la région Île-de-France. À quoi est-ce qu'ils servent ces barrages? Alors, ces barrages ont un double objet. D'abord, ils garantissent l'alimentation en eau permanente de l'agglomération parisienne, parce que l'été, on manquerait d'eau si ces ouvrages n'existaient pas. Ils ont une capacité de stocker 830 millions de mètres cubes, c'est l'équivalent de la superficie de Paris sur 3 étages. Et donc, on les remplit l'hiver pour avoir de l'eau l'été, et en les remplissant l'hiver, on écrète le débit des rivières, et on peut donc lutter contre une inondation, parce qu'on pourrait écrêter davantage. Donc on fait baisser le niveau du fleuve. On fait baisser le niveau de la Seine, de la Marne, de l'Aube et de l'Yonne, pour éviter que les débits qui sont envoyés sur l'agglomération parisienne soient trop importants. Parce que, au-delà de ce qu'a expliqué Laurent Romeshko, c'est la simultanéité de la crue, de la Seine, de la Marne, de l'Aube et de l'Yonne qui produit la grande inondation. Vous avez 4 rivières qui débordent et qui arrivent en trombe et qui doivent passer entre les arches des ponts de l'île de la Cité. Vous imaginez forcément que ça déborde. Alors, les 4 barrages dont je parlais, ils ont été construits tout au cours du XXe siècle. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait sans remous. Et puis, il y a un nouveau projet qui est en cours. Je vous propose de le découvrir en images avec Farid Benbekay et Philippe Aliès. Quelques centimètres de plus, et la banlieue parisienne pataugerait. Les spécialistes ont donc retenu une solution ici à 80 km de Paris, de part et d'autre de la Seine. Vous aurez la digue qui partira comme ça tout le long de la Seine et qui viendra ensuite faire un angle et qui longera cette route sur laquelle on se situe actuellement.
À chaque épisode de crue, le fleuve sera pompé, puis stocké dans un immense réservoir. Un casier de 200 millions de mètres carrés va ainsi être créé, l'équivalent de 7000 terrains de football, capacité totale 10 millions de mètres cubes, soit 3000 piscines olympiques. Châtenay-sur-Seine est aux premières loges de ce projet pharaonique. Les digues se dresseront sur ce chemin rural, mais il faudra d'abord convaincre ce patron de quitter les lieux avec ses 25 salariés. Nous, c'est à peu près de ça, à peu près toute cette superficie-là. S'ils ne nous reclassent pas, le risque est gros. Donc, peut-être bien même la fermeture de l'entreprise LMPS. Protéger Paris, quitte à engloutir certaines campagnes, la méthode fut testée dès les années 60. Le trop-plein dû aux crues d'hiver et de printemps ira remplir un vaste réservoir aménagé à une quinzaine de kilomètres à l'est de la ville. À l'époque, on creuse des tunnels, quitte à fermer les yeux sur l'impact écologique. Un demi-siècle s'est écoulé et le projet actuel ne satisfait pas non plus les défenseurs de l'environnement. Ce qui est retenu, c'est décréter les crues de la Seine avec des pompes à fioul. Aujourd'hui, on ne raisonne plus comme ça. C'est des solutions technocratiques des années 70. Aujourd'hui, on est sur un milieu protégé. On doit se soucier à la fois de l'efficacité et on doit se soucier aussi de l'économie, de l'environnement et de l'économie financière. Montant de la facture, 100 millions d'euros. Si le test est concluant, 9 casiers supplémentaires verront le jour, de quoi faire baisser le niveau de 20 cm et rester bien au sec. Sur ce plateau également avec nous, Charles Beaubion, vous êtes analyste à l'OCDE. L'OCDE qui a fait un rapport en janvier 2014, je le cite, dans le cas le plus extrême, une inondation de la Seine en Ile-de-France impacterait directement et indirectement 5 millions de personnes. Pour s'en protéger, ça passe forcément par les investissements lourds qu'on a vus là dans le sujet. C'est vrai que c'est un projet intéressant, innovant, ambitieux, mais également coûteux et qui pose un certain nombre de questions. Il fait partie, dans notre analyse, de la palette des solutions qui peuvent être utilisées pour se préparer à ce risque. On a parlé de la gestion de crise, on a ce projet ou d'autres pour se contrôler le risque, contrôler le fleuve. Il y a aussi les digues le long du fleuve. Sachant qu'on ne pourra jamais l'empêcher de déborder, on l'a compris. Exactement. Et donc il y a une troisième piste de solution qui est également très importante. Il s'agit d'agir sur la vulnérabilité. Comment construire une ville qui continue à fonctionner en cas d'inondation. Ça, il y aura un exemple très précis dans quelques instants. Mais je voudrais avoir la réponse de Pascal Popelin là-dessus. Parce que pour vous, ces 9 autres casiers en plus de celui qu'on a vu dans le sujet, il faut les faire, c'est évident. Commençons déjà par en faire un. Moi, ce qui me frappait à travers les différents reportages que vous avez montrés, c'est que finalement l'histoire se répète. Quand on a fait les barrages réservoirs qui existent aujourd'hui, ça a été effectivement extrêmement difficile à faire admettre aux populations locales, alors que ça n'était pas d'ailleurs qu'un bouclier pour les Parisiens, ça protège aussi toutes les zones qui sont en amont de Paris. Et puis on a dit que ça va être une catastrophe environnementale, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que pour l'écosystème, ça a été quelque chose de formidable. Mais quand vous entendez comme ça dépenser autant de millions d'euros pour gagner finalement quelques centimètres. Mais c'est pas pour gagner quelques centimètres déjà, c'est pour commencer à diminuer le risque que ça se produise. À partir du moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande crue, c'est la conjonction de la crue en même temps simultanée de différents fleuves, du fleuve et de ses affluents. Si on est en capacité de retenir la crue de Seine, le temps de laisser passer la crue de Lyon, on minimise le risque que ça se produise. Maintenant, je suis d'accord aussi, les grands aménagements qui, de mon point de vue, sont encore nécessaires, ne sont pas la seule solution. Il y a l'entretien de tous les éléments de protection, il y a la réduction de la vulnérabilité, mais c'est l'ensemble de cette palette qu'il faut utiliser. Et de toute façon, pour dire qu'à la fin, notre propos consiste simplement à minimiser le risque que ça se produise, non pas à le supprimer, et à minimiser le coût le jour où ça se produira. Est-ce que le risque, c'est pas de domestiquer la nature et d'avoir l'impression de la maîtriser ? Non, ça fait partie des solutions, je le disais. Mais la question qui se pose de notre point de vue pour les pouvoirs publics, c'est comment faire ces choix, comment prioriser les actions. Et la principale recommandation qu'on avait dans ce rapport, finalement, c'est de mettre en place une stratégie d'ensemble, de long terme, pour faire face à ce risque. D'autres pays, par exemple, je pense en Angleterre, la ville de Londres, par rapport aux inondations de la Tamise, ils ont mis en place une stratégie à l'horizon 2100. Comme ça, on peut mettre en place ces différentes solutions par étapes, telles que le casier pilote de la Bassée, pour voir si ce projet fonctionne bien tel qu'il est annoncé, par exemple. Magali Reguezza, avoir l'impression comme ça de réussir à faire artificiellement baisser le niveau d'un fleuve, ça donne pas l'impression que l'homme est plus fort que la nature, c'est pas pervers ?
c'est un vrai problème. Mais ça ne tient pas à la nature des ouvrages, ça tient à la façon dont en France on envisage le risque. C'est-à-dire qu'on a une culture du risque en France où on nous dit on va vous mettre à l'abri, on va être à l'abri. Donc on va être à l'abri par la technique, on va être ensuite à l'abri parce que l'État va venir nous aider, la préfecture va venir nous sauver, on va mettre un pompier, un militaire derrière chaque habitant. C'est pas possible. Il faut qu'à un moment on comprenne que ce n'est pas céder au fatalisme que de dire il va falloir que chacun joue son rôle. Les crues, elles se produisent, elles se produiront, c'est normal. Ça ne signe pas un échec de dire que la crue s'est produite parce que justement en amont, toutes les infrastructures et toutes les politiques de prévention du risque vont permettre de faire en sorte que ça soit le plus bas possible pour permettre ensuite à la crise, quand elle va arriver, d'être la plus petite possible et donc de s'en sortir le plus rapidement possible. Alors, les signes tangibles de cette crue quand la Seine déborde, c'est par exemple les inondations sur les berges de Seine. Pour les Parisiens, ça n'a pas grand impact. Hein. Finalement, on met un peu moins de temps à traverser Paris parce que les quais sont inondés. La dernière fois, vous le voyez sur ces images, c'était en février 2013. L'eau avait atteint 3,80 m et quelques. Monsieur le préfet, à partir de quel seuil vous vous inquiétez, vous déclenchez le plan hors sec, je ne sais pas? Alors en fait, nous nous mettons en situation maximale à partir de 6,10 mètres. Mais il faut bien voir qu'avant, tout un tas de mesures auront déjà été prises et qu'on aura déjà mobilisé beaucoup de moyens et de personnes. Le chiffre n'a pas tellement d'importance. Ce n'est pas une histoire de niveau d'eau finalement. Non, ce qui est le plus important, c'est qu'on étudie quelle est la rapidité avec laquelle l'eau monte. Tout ça peut dépendre complètement de la manière dont après on va mobiliser les gens, gérer les crises et prendre les décisions. Tout en sachant que vous n'avez aucune visibilité à plus ou moins 3 jours sur ce que ça va donner. On a une tendance à 3 jours, mais une certitude à 24 heures, pas plus. Alors parmi les équipements qui sont particulièrement vulnérables à Paris, il y a le RERC. Pourquoi? Parce que le tunnel, il est construit avec des voûtes qui ne pourraient pas résister à une inondation. Regardez, sur ces images, on les voit, les ouvriers qui sont en train de faire les fameux travaux Castor tous les étés. Ils ont déjà les pieds dans l'eau. C'est un des axes de votre rapport, les transports, la vulnérabilité des transports. C'est plus de 500 000 passagers par jour, le RERC, Charles Beaubion. Exactement. L'ensemble en fait du réseau de transport francilien est particulièrement vulnérable et cela, si vous voulez, c'est aussi le cas pour tous les réseaux qui permettent à la ville de fonctionner. L'électricité également, les réseaux d'eau, c'est un point crucial sur lequel il faut travailler pour améliorer la résilience de la métropole francilienne face à ce risque. 70% du métro ou du RER touché et fermé pendant 30 à 50 jours, ça fait partie des impacts. Les impacts, on va y revenir, mais je voudrais d'abord vous montrer ce reportage. Comment est-ce qu'on se prépare à ce risque de crue? Ça a évolué depuis le début du XXe siècle, mais vous allez le voir avec ce reportage de William Vanqui avec Carole Pellet qu'il y a encore du travail à faire. Quartier des Ardoines à Vitry-sur-Seine. En bordure de fleuve, cet espace de 300 hectares est entièrement situé en zone inondable. Pourtant ici, on va construire 2 secteurs vont être réaménagés, mais en tenant compte du risque inondation. En cas de crue, les réseaux d'eau potable et d'électricité seront à l'abri et l'on pourra même circuler grâce à des routes surélevées. On a un système primaire qui sera hors d'eau et qui sera connecté au coteau. Donc ce sera comme une sorte de presqu'île en fait. Et puis ensuite, les immeubles qui sont un peu décalés, il faut bien les relier à ce système primaire-là. Et l'idée, c'est effectivement de fabriquer des rues hautes. Dans le Val-de-Marne, le souvenir de la crue de 1982 est encore bien présent. Pour se protéger, en banlieue comme à Paris, on mise sur des parapets amovibles, des murs anti-crue. Mais ce qui inquiète le plus, ce n'est pas la montée du fleuve, plutôt celle des nappes phréatiques qui seraient concomitantes. Tous les mois, des agents relèvent les niveaux d'eau en 300 points de la capitale. La ville envisage même d'investir dans des instruments de mesure électronique pour mieux donner l'alerte si besoin. La compagnie parisienne de chauffage urbain, le réseau d'assainissement parisien, enfin, vous avez tout un tas de gestionnaires de réseaux dans le sous-sol qui ont un intérêt à connaître le niveau de l'eau en temps réel, non seulement pour protéger les gens, mais également pour protéger leur patrimoine. Le patrimoine de cet illustre restaurant se trouve justement au sous-sol. 350 000 bouteilles, dont beaucoup de très grands crus, alors que l'eau est toute proche. Ici, des pompes de refoulement préservent la cave. Ça aspire de l'eau et ça refoule dans les égouts. On a 8 pompes en tout dans la cave, un peu partout effectivement. On a surtout investi à partir du moment que nous avons déblayé le deuxième sous-sol, donc retrouvé plus bas et plus proche du nappe.
Depuis quelques années, la Chambre de commerce propose aux PME un diagnostic anti-crue. Très peu de chefs d'entreprise semblent avoir conscience du risque. Alors, Magali Regueza, comment est-ce qu'on explique que aussi peu de personnes n'aient pas conscience du risque? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu d'inondation, c'est-à-dire d'eau dans les rues de la capitale. La dernière crue où la Seine déborde, c'est 1955. Alors en banlieue, c'est un peu différent. En banlieue, la Seine déborde, enfin la Seine et ses affluents débordent plus souvent, mais justement, comme ce sont de petites crues, les gens ont l'habitude de ces petites crues et donc ne font pas la différence avec la grande crue qui vont arriver. Par ailleurs, là dans le reportage, on parle d'entreprises, de PME. Il faut voir que ces PME, elles ont des problèmes parfois de trésorerie, que se protéger de la crue, ça coûte cher. Donc là aussi, on a une différence entre les particuliers, les petites entreprises et puis les très grandes entreprises et les grands gestionnaires de réseau. La difficulté sur ce territoire francilien, c'est la grande hétérogénéité. On a des tas d'enjeux, des tas de problèmes, tout est interconnecté et donc se préparer, c'est pas simple et il faut rappeler que ça coûte très très cher. C'est le fameux effet domino dont je voudrais dire un mot avec vous, Pascal Poplin. Pour les gens qui nous regardent, qui sont dans leur canapé, en quoi est-ce qu'on peut leur dire qu'une crue, ça les concerne, même s'ils ne sont pas en zone inondable? Déjà, par exemple, s'ils doivent aller travailler à Paris et utiliser les transports en commun, pendant la crue, ils ne pourront pas les prendre. S'ils sont alimentés par une usine d'eau qui se trouve submergée ou en tout cas en incapacité d'avoir ces pompes électriques qui fonctionnent, ils n'auront pas d'eau. Si le système informatique de telle ou telle entreprise saute, ils n'auront pas leur commande ou voire ils n'auront pas leur paye. Enfin, vous voyez, la multiplicité des sujets fait que même quand on n'habite pas au bord de l'eau, on peut être impacté par ce phénomène. Et on le peut d'autant plus que nous sommes dans un monde qui s'est extrêmement sophistiqué. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a jamais été aussi bien préparé à faire face à un phénomène de cette nature. Il faut en rendre hommage en particulier aux services de l'État et de la zone de défense de la préfecture de police de Paris. Mais en même temps, on souffrira bien davantage d'un phénomène de ce type, tout simplement parce que notre mode de vie est sophistiqué. Et puis, il faut le dire aussi, on a perdu l'habitude d'accepter l'aléa et le risque. On vole dans des avions, on roule dans des TGV à 350 km/h et on est furibard et on n'accepte pas quand ça ne marche pas pendant un jour ou deux parce qu'il y a des aléas. Vous savez, les catastrophes naturelles, ça n'existe pas. Il y a des phénomènes naturels qui deviennent des catastrophes de par nous-mêmes et de par la manière dont on a pris l'habitude de vivre. Je voudrais revenir sur la vie quotidienne. On sort tous une poubelle comme ça tous les jours. 6 000 tonnes par jour en Ile-de-France de déchets doivent être traités. Monsieur le préfet, il y a 100 et quelques années, là, votre collègue, lui, il a tout mis dans la Seine. On ne fait pas pareil aujourd'hui, rassurez-nous. Non, aujourd'hui, on ne ferait plus pareil, bien entendu. Donc, il est prévu aujourd'hui de continuer à les collecter, de les stocker, et après, on les ferait traiter par des usines de retraitement en province. Donc ça fait partie des plans? Donc ça fait partie des plans qui existent aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on fait quand on est dans votre situation pour comme ça anticiper toutes les petites crises qui vont inévitablement avoir lieu si l'eau un jour dépasse 8 mètres à Paris? C'est effectivement la complexité d'un plan concernant une crue, parce que finalement on va toucher absolument à toutes les problématiques. Et donc ça veut dire que tout est concerné, et comme le disait fort justement monsieur le député Poplin, je veux dire, toute la population sera concernée, à la fois dans sa vie familiale et dans sa vie professionnelle. Et là, on arrive à une complexité qui est assez bien prise en compte par tous les opérateurs, parce que tout le monde travaille beaucoup pour chacun dans sa partie, essayer de trouver les solutions pour pallier les difficultés et surtout, comme disait Mme Regueza, rebondir le plus rapidement possible après. Nous, on essaie de coordonner l'ensemble de ces actions. Mais ce qui nous aide beaucoup, ce sont ce qu'on appelle, ce que vous appelez dans le jargon, les retours d'expérience. Je m'adresse à vous, Charles Beaubion. Vous avez notamment à l'OCDE étudié le cas de Prague. Pourquoi? Parce qu'en 2002, à Prague, il y a un fleuve qui déborde en centre-ville. C'est une situation analogue. Exactement, mais la particularité sur l'exemple de Prague, c'est une crue qui est encore plus rare que celle de Paris. Elle a une fréquence de l'ordre d'une fois tous les 500 ans. Donc le premier message sur cet exemple-là, c'est de dire que ces événements très rares et extrêmes peuvent arriver. Alors comment est-ce qu'on s'en inspire pour mieux y réagir?
Le deuxième exemple qu'on a vu dans le cas de Prague, c'est au niveau du métro. Les citoyens de la ville de Prague, après cette catastrophe, pendant 6 mois, n'ont pas pu utiliser leur métro. Donc, si vous voulez, en termes d'impact économique, ça peut être vraiment majeur. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé justement de ces questions de réseau de transport. Et dans notre analyse justement sur les impacts d'une inondation majeure de la Seine à Paris, on s'est intéressé à cela de près. Ça, non seulement les gens ne peuvent pas aller à leur travail, mais également les relations entre les entreprises, entre les fournisseurs, les clients, peuvent être interrompus, et cela, au-delà des dommages, jusqu'à 30 milliards d'euros de dommages matériels directs, ça peut avoir des impacts sur l'économie, y compris au niveau national, car l'Île-de-France, c'est quand même un tiers de l'économie nationale. Ce qu'on a vu dans le documentaire, ça m'a frappé, c'est comment la solidarité a pu permettre aux gens de venir en aide. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau potable. Magali, vous, dans votre livre, vous parlez du fait que voilà, en 1910, on était peut-être un peu plus proche de ses voisins qu'on l'est aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes configurations sociales. Dans le reportage, c'est bien dit, il y a des communautés qui se mettent en place, il y a des relations de proximité. Ce qu'on voit dans les fameux retours d'expérience, c'est que généralement, pendant le temps de l'urgence, la solidarité est là. Ce qui pose problème, c'est quand on sort de l'urgence. Dans ce temps de reconstruction, de séchage, ça va être extrêmement long. Combien de temps ? Combien de temps Vous n'êtes pas devin, vous allez me dire. Mais... Plusieurs mois. Il faut d'abord attendre que l'eau s'en aille complètement. Et ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il faut sécher, il faut nettoyer, il faut décontaminer, et puis il faut faire les bilans, et puis il faut reconstruire. Donc tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Pour vous donner juste une idée, après Sandy, il y a des immeubles qui sont restés plusieurs mois sans électricité. Sandy, c'est, on le rappelle, Sandy, oui, c'est l'ouragan qui a frappé New York. Et Sandy, ça a duré 2-3 jours vraiment de temps d'urgence absolue. Et c'est pas réglé aujourd'hui. Il reste encore du métro notamment à reconstruire. Exactement. Donc c'est vraiment. Et ce qu'on voit en fait, c'est que c'est long et que c'est dans ce temps de sortie de crise que là les problèmes arrivent, parce que les gens sont fatigués, parce que les gens sont épuisés, parfois certains sont traumatisés parce qu'ils ont tout perdu. Et donc c'est à ce moment-là que la solidarité nationale doit se manifester, et c'est à ce moment-là que le lien social doit surtout tenir, et qu'il faut tenir bon. Les élus, les politiques, ils ont une responsabilité. Pascal Popelin, vous êtes prêt? Vous avez acheté vos bottes? Vous êtes prêt à aller au Palais Bourbon en barque? Oh, ça, s'il faut aller au Palais Bourbon en barque, on ira. Mais ce sera plus dans le domaine du symbole. Les symboles sont importants. Je crois que nos concitoyens démontrent régulièrement qu'ils sont capables de faire face quand il leur arrive quelque chose sur le coin de la figure. Et sans prendre référence aux événements récents qui étaient de nature tout à fait différente. Par exemple, en 1999, lorsqu'il y a eu cette grande tempête. Tempête du siècle, on disait à l'époque. Je vois simplement dans ma commune, on a vu des comportements formidables. Monsieur qui arrive devant la mairie avec sa tronçonneuse en disant est-ce que je peux faire quelque chose. On a vu aussi des personnes abominables qui téléphonaient. On avait une cellule de crise pour les gens qui n'avaient plus de chauffage. Le gars, il n'avait plus d'électricité dans sa rue. Et le seul truc qu'il trouvait à dire à 22h, c'était moi, je paye des impôts, donc je ne veux pas le savoir. Bon, mais dans la réalité, ce qui sera surtout important par rapport à ce qui était dit à l'instant sur... c'est pas au moment de la catastrophe. En la catastrophe, tout le monde se mobilise. Mais après, beaucoup on oublie. Et donc, ceux qui sont vraiment dans la difficulté, parfois ont du mal à s'en sortir. Et là, les politiques auront un rôle, mais aussi ceux qui font l'information, ceux qui font l'actualité, pour rappeler qu'un phénomène comme ça, une fois qu'il s'est produit, c'est plusieurs années pour s'en remettre. Et donc, il ne faut pas trop le zapper rapidement. C'est ce qu'on aura essayé de faire à notre modeste niveau aujourd'hui. On arrive déjà au terme de cette émission. Je voulais tous vous remercier d'avoir été présents. Sans aide catastrophique, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, vous faire prendre conscience que cette crue inéluctable allait arriver. C'était une équation à une seule inconnue, la date. Alors prévoyez, on ne sait jamais, une couverture ou deux, des radios avec des piles, des bougies, quelques boîtes de conserve. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers la lecture des livres de deux de nos invités. Pascal Popelin, Le jour où l'eau reviendra, c'est paru aux éditions Jean-Claude Gossevitch. Magali Reguezza, Paris coule-t-il, c'est sorti en 2012 chez Fayard. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de journée sur France 3.